Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Antoine, nous nous retrouvons pour parler comme régulièrement de l'Espagne. Et pourquoi on parle aujourd'hui? Parce qu'évidemment, il y a eu, mais tu en reparleras plus en détail, Pedro Sanchez qui avait, dans une lettre ouverte, parlé d'une possible démission et sur laquelle qu'il n'a pas confirmé lundi et donc il reste en poste. Tu nous parleras donc dans un premier temps peut-être du contexte de cette menace, on va dire, de démission, finalement pas de démission, avec en toile de fond, évidemment, les élections régionales en Catalogne le 12 et les élections européennes au mois de juin. Donc, peux-tu peut-être nous replacer, nous redonner le contexte de cet imbroglio politico-juridique? Bonjour Alexandre. Alors en effet, Pedro Sanchez a récemment indiqué dans une lettre ouverte qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux son période de réflexion. Il avait ouvert une période de réflexion de 5 jours qui aurait pu se terminer par une démission. Le contexte immédiat, c'est que je crois que c'était le 24 avril. Au matin, la presse révélait que un juge d'instruction avait ouvert une information judiciaire à l'encontre de Begoña Gómez. Begoña Gómez n'est pas n'importe qui pour Pedro Sanchez puisque c'est son épouse. Ils sont mariés depuis 2006 et ils sont ensemble depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils ont 2 enfants. Voilà, donc un couple en plus, je le cite parce que c'est important, c'est un couple assez médiatique. Begoña Gómez est très présente auprès de son mari dans sa carrière politique depuis que celui-ci est arrivé au premier plan de la vie politique il y a une dizaine d'années. Donc ce n'est pas une figure discrète ou effacée. Elle a une vie professionnelle d'ailleurs. Hein, c'est une entrepreneuse, une spécialiste des levées de fonds pour les ONG. Et puis de l'autre côté, elle est donc très présente auprès de son mari dans les meetings, dans les réunions publiques, dans le public des débats télévisés, etc. L'information judiciaire qui est ouverte contre elle, elle est ouverte pour trafic d'influence, qui n'est quand même pas une accusation légère, puisqu'en fait Begoña Gómez, dans le cadre de sa vie professionnelle, a eu des contacts avec des entreprises ou des entrepreneurs qui ont ensuite bénéficié de marchés publics ou d'aides publiques de l'État, certaines aides publiques étant décidées directement par le gouvernement que préside donc Pedro Sanchez. Donc il y a eu évidemment des accusations de conflit d'intérêts et de trafic d'influence, même s'il semble que globalement, il n'y a pas de doute sur la légalité et la légitimité des aides publiques qui ont été accordées aux entreprises concernées. La plainte, elle a été déposée par une structure qui se présente officiellement comme un syndicat, mais qui est plutôt en réalité une forme d'association, de groupuscule, dans tous les cas d'extrême droite, proche des milieux franquistes, qui s'appelle Manos Limpias. Manos Limpias, ça veut dire main propre en espagnol. On voit où est la référence pour ceux qui connaissent un peu la vie politique italienne. Et Manos Limpias a donc déposé une plainte en utilisant un dispositif que la Constitution espagnole prévoit, qui s'appelle l'accusation populaire. C'est un dispositif qui permet c'est une sorte d'article 40 du Code de procédure pénale pour ceux qui connaissent en France, mais ouvert à tous les citoyens. N'importe quel citoyen peut déposer une plainte sur un sujet dont il a connaissance. C'est pour éviter, si on veut, l'inaction du parquet ou etc. Il se trouve que la plainte qui a été déposée par ce syndicat, par cette structure, c'est une plainte qui est complètement indigente. Elle se compose de 8 captures d'écran de une médiatique. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, sachant que la jurisprudence du tribunal suprême est très claire, un juge ne doit pas pouvoir normalement ouvrir une information judiciaire uniquement sur le fondement de titres de presse. Il faut vraiment apporter des éléments, ce qu'on appelle en droit pénal les indices graves et concordants. Et là, il y a vraiment cette plainte, elle est vide. Je veux dire, c'est 3 feuilles, c'est de l'impression, il n'y a rien du tout. Mais le juge a quand même ouvert cette enquête et donc il y a eu pour Pedro Sanchez à ce moment-là une sorte de découragement. Pedro Sanchez s'est construit sur l'idée que c'est quelqu'un d'extrêmement résistant face à l'adversité. C'est d'ailleurs le titre de son autobiographie, le manuel de résistance, le Manual de Resistencia. Et il a beaucoup pris de coups dans sa vie politique, mais toujours à un niveau politique. Et là, pourquoi cette lettre ouverte, pourquoi cette crainte pourquoi cette menace finalement de démission? Eh bien parce que justement, on s'en prend à sa femme, à sa famille. Et pourquoi je citais tout à l'heure qu'ils étaient mariés depuis longtemps, etc. C'est parce que
On rentre dans l'intime et dans le personnel. Pedro Sanchez et Begoña Gomez, c'est un vrai couple, un couple amoureux. C'est pas un couple politique, un couple de façade. Et Pedro Sanchez, autant sa femme est plutôt effectivement proche de lui médiatiquement. Par contre, ses enfants, ils ont 2 filles, je le disais, on ne les voit quasiment jamais. Il est quand même plutôt très attaché à son cercle familial. Et la mise en cause de son cercle familial, sachant qu'il y a par exemple une dizaine d'années, la comment dire l'espèce de cellule parapolicière mise en place au ministère de l'Intérieur par Mariano Rajoy avait déjà tenté de discréditer Pedro Sanchez via sa femme en menant des enquêtes sur les affaires du père de Begoña Gomez, du beau-père de Pedro Sanchez, dont des rumeurs qui n'ont jamais pu être confirmées et dont il n'y a zéro preuve disaient qu'il était propriétaire de saunas où se pratiquait de la prostitution, etc. Enfin voilà, donc des espèces d'affaires un peu glauques, mais surtout une manipulation politique, en tout cas, de la situation de Begoña Gomez. Il y a, parce qu'il faut être très clair là-dessus, il y a des questions légitimes sur les activités professionnelles de Begoña Gomez. Ce sont des questions qui peuvent tout à fait être posées du fait des liens, comme je l'ai dit, qu'elle a eu avec des entreprises et en bénéficier d'aides publiques. Mais que ces questions existent ne rend pas pour autant la plainte de Manos Limpias recevable. Et puis surtout derrière, il y a en fait un journal en ligne qui s'appelle El Confidencial, dont la qualité, à mon sens, certains médias français disent que c'est un bon journal. Moi, j'ai des échos comme quoi certains de ces journalistes écrivent des mensonges dans leurs articles sans aucun scrupule, feuilletonnent justement sur les activités de Begoña Gomez, parfois en faisant des raccourcis, des sous-entendus, etc., sans jamais apporter vraiment de preuves. Et donc, ce feuilleton médiatique et judiciaire, c'est évidemment déplacé sur le terrain politique, puisque le Parti populaire, sans trop attaquer quand même Pedro Sanchez sur sa famille, joue un peu dessus. Et donc c'est ce sentiment, je crois, pour Pedro Sanchez de harcèlement et puis surtout de mise en cause de ce qui se passe dans sa maison, chez lui, de sa femme, qui l'a conduit à réfléchir à cette démission, sachant que quand il a publié sa lettre ouverte, au départ, il voulait publier une lettre de démission. Et il a été retenu par son entourage qui lui a demandé de bien réfléchir. Et donc, il a écrit cette lettre tout seul, sans son directeur de cabinet, sans son noyau dur, sans même consulter sa femme. Et l'histoire dit qu'en tout cas, une fois que la lettre a été publiée, la première personne qui lui a dit de ne pas démissionner, c'est justement sa femme. Hmm. Merci Antoine. Mais alors justement, en prenant un peu ces manipulations et un peu instrumentalisation de la justice, j'aurais deux, trois questions. C'est déjà comment s'explique le juge comment s'est-il expliqué sur pourquoi il a accepté comment dire, de mettre en branle un processus judiciaire alors que les documents que tu mentionnes sont bidons, enfin, je veux dire, ne sont pas suffisants pour démarrer une procédure judiciaire. Et tu en as un peu parlé, la position du PP, du Parti populaire, et comment s'est positionné Vox, et ensuite ces fameux sites tels Confidential, etc., sont plutôt dans la mouvance Vox, extrême droite. Alors, en fait, le juge ne s'est pas exprimé parce que normalement, nous ne devrions pas avoir connaissance de cette enquête. C'est-à-dire que lorsqu'un juge en Espagne ouvre une enquête, il peut décider de la placer sous le statut de secret. C'est le cas de cette enquête. En fait, on a appris l'ouverture de cette enquête le 24 avril, mais la décision du juge date du 16 avril. L'un des gros questionnements sur la révélation de cette enquête, c'est que c'est El Confidencial, effectivement, qui révèle l'ouverture de cette enquête, parce qu'il en a été officiellement informé par un haut magistrat du tribunal central de la Cour d'appel de Madrid. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que normalement, ce magistrat n'avait pas le droit de communiquer l'ouverture de cette enquête puisqu'elle était placée sous le sceau du secret. Donc le juge, de fait, ne s'est pas exprimé. La seule réaction qu'on a eue, c'est celle du parquet, du ministère public, qui, le lendemain de l'annonce de l'ouverture de l'enquête, a demandé son classement sans suite. Et la particularité, c'est que normalement, une demande de classement sans suite se fait directement auprès du juge d'instruction concerné. Sauf dans certains cas très rares où le parquet peut estimer qu'il est plus pertinent d'aller au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du tribunal de première instance, et c'est ce que le parquet a fait. Ce qui déjà est aussi un symbole que le parquet n'a pas confiance dans le juge en question. Mais en tout cas, le juge ne s'est pas exprimé sur le sujet. La réaction du Parti populaire, évidemment, sur cette affaire, c'est de dire qu'il y a des questions auxquelles Pedro Sanchez ne répond pas, et factuellement c'est vrai, Pedro Sanchez n'est pas clair, n'apporte pas de réponse claire sur les activités professionnelles de sa femme, et donc c'est ça qui crée aussi un peu du doute et de la suspicion.
Il se trouve que l'Espagne vit en ce moment un climat très tendu lié à un certain nombre d'affaires politico-financières. Il y a d'un côté le Parti socialiste qui est mis en cause parce que l'ancien garde du corps de l'ancien numéro 3 du parti, grâce à ses entrées auprès des administrations publiques dirigées par les socialistes, aurait pu a vendu du matériel sanitaire frelaté pendant la pandémie. Et donc ce serait évidemment aurait touché des commissions extrêmement élevées, il se serait acheté des appartements, des voitures de luxe, etc. De l'autre côté, la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, est en difficulté parce que son conjoint est accusé de fraude fiscale qu'il a reconnue auprès du parquet dans une tentative de plaider coupable. Tout ça crée donc évidemment une ambiance encore plus tendue entre les deux grands partis, sachant que l'ambiance était déjà exécrable depuis que Pedro Sanchez avait réussi à se maintenir au pouvoir via l'accord d'amnistie avec les indépendantistes catalans. Et le Parti populaire, comme il est majoritaire au Sénat, a créé une commission d'enquête parlementaire qui touche un peu à toutes ces affaires. Et il se trouve que tout ça est un peu complexe, mais il faut bien avoir conscience de ça. Il se trouve qu'une partie des gens avec qui Begoña Gomez a eu des liens professionnels sont aussi cités dans l'affaire qui concerne l'ancien garde du corps de l'ancien numéro 3 du PSOE. Et donc évidemment, le PP fait des sous-entendus, crée des liens qui n'existent pas forcément, etc. Et a menacé Pedro Sanchez et Begoña Gomez de les convoquer devant la commission d'enquête sénatoriale. Ce à quoi Pedro Sanchez a répondu, bah, si on est convoqué, on ira et puis on répondra aux questions. Vox, évidemment, est dans la surenchère assez classique sur ces aspects-là, dénonçant de toute façon toujours l'illégitimité du Parti socialiste, l'amour de l'argent des socialistes, etc. Donc il n'y a pas vraiment de doute, entre guillemets, voilà, la position de Vox. Quant à El Confidencial, c'est pas un journal d'extrême droite, c'est plutôt un journal libéral de droite assez classique, mais voilà, qui a visiblement des données, en tout cas, pour créer cette espèce de feuilletonnage autour de Pedro Sanchez et de son épouse. D'accord. Et de l'autre côté de l'échiquier, quelles ont été les réactions au moment de la lettre ouverte de Sanchez, hein, donc du PSOE, mais au-delà du PSOE, et après son annonce lundi où il dit qu'il se maintient? Alors, d'abord le Parti socialiste. Comme je le disais tout à l'heure, Pedro Sanchez a écrit sa lettre tout seul. Il n'a consulté personne et son noyau dur de proches a eu connaissance de la lettre 3 minutes avant sa publication. Ça a été pour le parti et pour le gouvernement une sidération totale, un état de choc. Parce que Pedro Sanchez, depuis qu'il est revenu à la tête du PSOE il y a 6 7 ans, il a globalement fait le vide, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de succession naturelle. Ce parti n'est plus le parti, par exemple, de Felipe González, ou quand Felipe González disait, c'était sa technique, souvent quand il sentait que le parti le soutenait un peu moins, il disait, oh, je sais pas si je serai candidat aux prochaines élections. Alors tout le monde le soutenait, mais il y avait un certain nombre de noms qu'on pouvait sortir. Là, derrière Pedro Sanchez, il n'y a rien. Et tout le monde a conscience que c'est lui qui mobilise les militants, c'est lui qui mobilise l'électorat progressiste. S'il y a eu une victoire, enfin non pas une victoire, mais une réussite aux élections de 2023, c'est parce qu'à un moment, il a su donner la niaque, il a su y croire, c'est un fin politique, c'est un fin stratège. Donc il a vraiment su, il sait jouer face à l'adversité. Je sais plus, j'ai lu il y a pas longtemps, n'oublions pas, Pedro Sanchez, c'est pas un joueur d'échecs, c'est un joueur de basket. Parce que quand il était gamin, il faisait du basket. Il a été dans une des meilleures équipes d'Espagne au niveau jeune. Mais voilà, il joue, il fait de la politique comme on fait du basket. Voilà, il joue cette espèce de rapidité, il crée de la stratégie, etc. J'irai pas plus loin, je suis pas un spécialiste du basket. Mais surtout, le PSOE était en état de choc et donc le PSOE s'est mobilisé. Il y avait une réunion du Parlement du parti le samedi 27 avril qui devait servir à valider la liste des européennes et qui s'est transformée en espèce de grande supplique avec un slogan, c'était Pedro quédate en espagnol, donc ça veut dire Pedro reste, à tel point que même la réunion à un moment s'est terminée et puis il y avait dans la rue du siège du parti 10 à 12 000 personnes et donc les cadres du parti sont allés alors c'est principalement des militants qui venaient d'un peu toute l'Espagne et les cadres du parti sont allés les saluer, prendre un bain de foule, essayer de montrer, l'idée c'était de montrer à Pedro Sanchez qu'il y a des gens qui voulaient encore qu'il reste au pouvoir. L'un des slogans, c'était "ça en vaut la peine", parce que c'était l'une des questions que Pedro Sanchez se posait. Dans sa lettre ouverte, il disait, face à toute cette fange, à toute cette boue, à toute cette mise en cause personnelle, est-ce que ça vaut encore la peine de présider le gouvernement espagnol? Et il disait, je n'en suis pas sûr. Le reste de la gauche, notamment Sumar, évidemment, et tous ses alliés, branchements, etc., donc la gauche de la gauche,
appelait Sanchez à rester parce qu'il est quand même un peu le point d'ancrage du gouvernement de coalition. C'est lui qui, en 2019, après l'avoir refusé pendant des mois, a donné un virage à 180 et a dit au PSOE, bah, maintenant on gouvernera en coalition avec, à l'époque, Unidas Podemos. Et donc là, il a dit, bah, pareil, on continue avec Soumal. Voilà, on sait que les autres ministres ont des bons rapports, mais c'est vraiment Sanchez qui fait que la machine tourne. Quand Pedro Sanchez a décidé de rester, évidemment, le Parti socialiste a été grandement soulagé parce que ça lui évite un débat sur la succession, parce qu'aujourd'hui, il y a une successeur logique, à défaut d'être naturelle, mais logique, c'est Maria Jesús Montero, c'est la vice-secrétaire du parti, qui est première vice-présidente du gouvernement et ministre des Finances. C'est une pièce maîtresse de l'exécutif depuis 2018. Mais elle a adhéré au PSOE dans les années 2010, en gros. C'est pas une historique du parti, c'est pas quelqu'un qui a construit des réseaux, c'est quelqu'un qui doit toute sa légitimité politique institutionnelle au fait qu'elle est devenue ministre des Finances et puis numéro 2 de Pedro Sanchez. Donc, il n'y a pas vraiment de succession évidente. Et donc, le PSOE s'évite ce sujet-là dans un cadre, tu l'as rappelé au tout début, d'élections régionales en Catalogne le 12 mai et puis d'élections européennes le 9 juin. Et le PSOE est très bien placé, enfin le Parti socialiste catalan est très bien placé pour arriver de nouveau en tête aux élections en Catalogne. Et l'enjeu, c'est de booster l'électorat pour s'assurer surtout que les indépendantistes n'aient pas de majorité. Parce que le risque, c'est ça, c'est que les indépendantistes, enfin le risque pour pour les socialistes, évidemment, le risque pour les socialistes, c'est d'être en tête, comme en 2021, mais de ne pas avoir de majorité, de ne pas pouvoir en construire une, parce que les partis indépendantistes seraient majoritaires entre eux. C'est d'éviter cette victoire à la Pyrrhus, si on veut. Et peut-être d'ailleurs que la menace de Sanchez peut remobiliser une partie de l'électorat de gauche, progressiste, de centre-gauche autour de lui dans un réflexe de soutien au chef blessé. Bien sûr. Pour ce qui est de la gauche, elle est soulagée que Pedro Sanchez ne s'en aille pas, mais il y a, et même au sein du PSOE d'ailleurs, un sentiment de tout ça pour ça. Parce qu'en fait, il a dit peut-être que je vais partir, finalement, je ne pars pas et je mettrai en œuvre ce qu'il appelle la régénération démocratique, qui était sa promesse de la motion de censure de 2018. Et depuis 6 ans, elle n'a pas beaucoup avancé, cette régénération démocratique, et il n'en dit pas plus. Alors, on peut penser notamment au Conseil de la magistrature que le PP bloque depuis 5 ans et demi. Peut-être que Sanchez va enfin prendre des mesures législatives, mais en gros, il a dit lundi qu'il revenait, et là, ça fait 4 jours, et il n'a toujours pas imposé un geste politique ou institutionnel très fort. Et c'est là où ça va commencer, au bout d'un moment, un peu à s'émousser, parce que, par exemple, l'une des hypothèses, c'était de dire qu'il fera il posera la question de confiance au Parlement. La question de confiance, elle aurait eu un avantage, c'est qu'elle aurait forcé les partis indépendantistes catalans à voter pour lui. Et dans le cadre d'une campagne électorale, où les indépendantistes catalans jouent gros, ça pouvait démobiliser encore leur électorat. Il ne le fait pas. Il pourrait annoncer effectivement de nouvelles règles pour le Conseil de la magistrature, parce que notamment la gauche considère que en fait le blocage que le fait le PP fait que le Conseil de la magistrature est toujours avec une majorité de membres conservateurs et donc peut continuer de maintenir le contrôle de la droite judiciaire sur la justice. Je simplifie évidemment. Et là, c'est pareil, Sanchez n'annonce pas une grande mesure, il met pas un coup de poing. En fait, il a tapé du poing sur la table et tout le monde a dit, OK, bah, pardon, oui, on est avec vous, on vous soutient. Et derrière, il dit, bon, bah, merci beaucoup. Et c'est tout. Et on sent vraiment que là, il va falloir qu'il prenne un acte fort. À mon avis, il attend simplement les élections en Catalogne, parce que si les élections en Catalogne sont un vrai succès pour le Parti socialiste, alors il aura obtenu la victoire politique dont il a besoin, parce que concrètement, depuis le début de son mandat en novembre, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a fait voter globalement la loi d'amnistie au Congrès, et c'est à peu près tout, puisque derrière, évidemment, les indépendantistes catalans sont dans une surenchère de surenchère de surenchère. Par exemple, les élections régionales anticipées là en Catalogne le 12 mai l'empêchent de voter un budget, puisque les indépendantistes ne veulent pas faire de concessions vis-à-vis de l'un de l'autre et vis-à-vis du Parti socialiste. Donc tout ça bloque le fonctionnement et on a un peu l'impression depuis, il a retrouvé il s'est maintenu au pouvoir et depuis, eh ben, il ne se passe finalement pas grand-chose et comme il ne se passe pas grand-chose, la nature ayant horreur du vide, ça laisse toute la place aux oppositions de droite et d'extrême droite et aux médias critiques du pouvoir pour envoyer un torrent en permanence parce qu'il n'a pas de mesures concrètes à opposer.
l'un de ses grands arguments, c'était de dire qu'il faisait l'amnistie pour faire des grandes réformes sociales. L'amnistie est en cours, les réformes sociales, on ne les voit pas. Et donc ça crée un déséquilibre. Et le rééquilibrage se fait sur les discours de la droite qui récupèrent en fait l'espace que n'occupe pas le gouvernement. Donc les élections catalanes, là, le 12 mai, vont être, enfin, quant à la suite du gouvernement Sanchez, décisive et justement en vue et pour la Catalogne, mais aussi pour les européennes du mois de juin. Qu'indiquent les sondages? Est-ce qu'il y a eu enfin, il y a eu des conséquences auprès de l'opinion publique de l'épisode, on va appeler démission, pas démission de Sanchez? Pour Est-ce le que c'est moment, le seul mesuré pour sondage qui l'instant est ou pas? non, pardon. Pour le moment, le seul sondage qu'il y a eu, c'est le sondage du Centre de recherche sociologique qui est affilié au gouvernement espagnol, qui est dirigé par un ancien cadre du Parti socialiste et dont les sondages sont extrêmement critiqués et à prendre avec beaucoup de prudence. J'en informe, mais je considère moi-même que les données sont à questionner. Il y a eu un sondage politique national qui donnerait au PSOE 10 points d'avance sur le Parti populaire. Mais il se trouve que les derniers sondages, par exemple, de cette structure donnaient au PP 2,5 points d'avance en moyenne sur le PSOE, là où tous les autres sondages de tous les autres instituts sont plutôt entre 5, 7. Donc les données du CIS, c'est le Centre de recherche sociologique, sont vraiment à prendre avec des pincettes. Il n'y a pas encore pour le moment de sondage de perception particulière. Alors, il y a quand même une donnée qui est pas inintéressante, qui vient de ce même sondage d'ailleurs du Centre de recherche sociologique. C'est près de 40% des Espagnols considèrent que Sanchez aurait dû démissionner après quand même sa lettre, parce qu'il c'est quelqu'un qui clive beaucoup dans l'opinion publique. Donc c'est un chiffre qui est pas étonnant. Sur les élections en Catalogne, actuellement, les sondages sont tous à peu près d'accord pour dire que le Parti socialiste est dans une dynamique qui l'amènerait à arriver en tête le soir du scrutin, que la deuxième place reviendrait à Junts per Catalunya, donc la liste de Carles Puigdemont, qui a quitté d'ailleurs assez récemment Waterloo pour s'installer dans le sud de la France. Je fais attention à ce que je dis, en Catalogne géographique, mais il n'est pas encore en Catalogne communauté autonome. Mais en tout cas, et la troisième place reviendra à la gauche républicaine, hein, le parti qui dirige actuellement le gouvernement. Le Parti populaire sera en mesure de dépasser Vox, et donc, mais les deux partis se tiendraient dans une dizaine de sièges chacun. Ciudadanos disparaîtrait. C'était le dernier parlement où il avait un groupe parlementaire, donc c'est vraiment la fin et la mort de ce projet politique. Podemos ne se présente même pas. Et par contre, ce qu'on appelle les Comuns, donc le parti de l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, qui sont coalisés avec Sumar, serait un peu en recul aussi. La particularité, c'est qu'il pourrait entrer au Parlement un parti qui s'appelle Aliança Catalana. La particularité d'Aliança Catalana, c'est que c'est un parti indépendantiste d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un parti qui tient un discours indépendantiste et qui justifie notamment le fait que la Catalogne n'arrive pas à être indépendante par l'immigration massive, et notamment évidemment l'immigration de personnes de confession musulmane. Donc, mais c'est assez peu étonnant parce qu'évidemment, il y a eu en fait une radicalisation d'une partie de l'indépendantisme sur la thématique identitaire, notamment la défense de la langue et de la culture catalane, qui serait mise en difficulté par l'Espagne, de par sa langue, de par sa culture espagnole, mais aussi par le fait que l'État espagnol favoriserait dans les arrivées de migrants, en fait, un déséquilibre dans la répartition géographique des migrants, notamment des migrants d'origine subsaharienne, de confession musulmane, etc. Et entre guillemets, on installerait beaucoup en Catalogne pour justement continuer ce déséquilibre et défavoriser la langue et la culture catalane. Donc il y a ce sujet, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir en fait, dans les sondages, la majorité indépendantiste n'est plus assurée. Et quand on calcule sur certains, en fait, c'est ce parti d'extrême droite qui ferait une majorité indépendantiste. Alors la gauche républicaine et l'extrême gauche de la candidature d'unité populaire, évidemment, empêcheraient toute alliance. Et Ensemble pour la Catalogne, enfin Junts, donc le parti de Puigdemont, a dit qu'il ne gouvernerait pas avec Aliança Catalana. Mais il n'empêche que pour le moment, ce n'est pas impossible qu'il y ait demain deux partis d'extrême droite au Parlement catalan, Vox, l'extrême droite espagnole franquiste, enfin néo-franquiste et centraliste, et Aliança Catalana, l'extrême droite identitaire et indépendantiste. Sachant que du coup le candidat socialiste met souvent en garde sur ces deux extrêmes droites.
Voilà. Pour ce qui est des élections européennes, le Parti socialiste a choisi sa tête de liste en la personne de Teresa Ribera, qui est la ministre de la Transition écologique, qui est notamment connue à Bruxelles pour avoir négocié ce qu'on appelait l'exception ibérique au marché européen de l'électricité. Donc c'est quelqu'un qui est très connu dans les arcanes bruxelloises, qui est assez connu en Espagne dans les questions écologiques. Elle a été très présente notamment sur le sujet de ce qu'on appelle la mer mineure. Donc c'est cette lagune en région de Murcie qui est en train de s'asphyxier à cause des intrants agricoles, et puis aussi la défense du parc naturel régional de Doñana en Andalousie. Donc ces perles écologiques sur lesquelles elle a travaillé avec des régions de droite pour essayer justement de mettre en œuvre des politiques qui permettraient de sauver ces espaces naturels. Elle s'est aussi battue sur les questions de préservation du Tage, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Espagne, donc, il y a le fleuve Tage qui passe, et il y a tout un réseau d'aqueducs et de barrages qui permettent de transférer de l'eau vers le Segura. Et donc, c'est ça qui fait que, notamment, le sud de l'Espagne est un vrai niveau, un vrai endroit où un endroit agricole très puissant. Et or, évidemment, avec les sécheresses qui s'accumulent en Espagne, le niveau du Tage descend de plus en plus. Et donc, elle a pris des mesures pour limiter les transferts d'eau, ce qui a mis en rogne les agriculteurs et les régions qui sont concernées, la région de Valence, la région de Murcie. Mais elle est quand même plutôt connue pour cet engagement écologique. Et donc, l'idée, au moment de sa désignation, c'est de pouvoir faire campagne sur les questions de transition énergétique, de transition écologique. Et en fait, il est tout à fait attendu, parce que c'est un peu une tradition en Espagne, qu'elle soit nommée à la Commission européenne au titre du gouvernement espagnol, alors que le Parti populaire n'a pas choisi sa tête de liste pour le moment. Il pourrait désigner son ancienne tête de liste de 2019, Dolors Montserrat, qui a la particularité d'être catalane, et donc de chercher quelque part à lier en fait la campagne des européennes et la campagne des élections en Catalogne et le refus de l'indépendantisme et des accords de Sanchez avec les indépendantistes, etc. Mais pour le moment, on n'a pas d'idée dans les sondages au jour où on se parle de la conséquence de la lettre de Pedro Sanchez et de ces fameux 5 jours de réflexion. Je terminerai en disant que cette réflexion de Pedro Sanchez, elle a montré pour la première fois de sa part une faiblesse. Alors, comme je le disais au début de notre entretien, c'est quelqu'un qui a construit toute sa carrière sur l'idée de la résistance. Et là, pour la première fois, il a montré qu'il avait un talon d'Achille. Alors, on le savait, mais il l'a exprimé publiquement. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'il a besoin d'une victoire politique très forte, parce que sinon, il aura simplement montré de la faiblesse sans rien en tirer. Et donc, c'est le risque, évidemment, que le reste de son mandat se passe plus en difficulté, puisqu'il a enfin, il a montré qu'on pouvait le mettre en difficulté. Antoine, un grand merci une fois encore pour la qualité de tes analyses. Nous voilà bien éclairés sur la situation et je pense qu'on se reverra bientôt vu que les élections en Catalogne ont lieu dans quelques jours. Antoine, encore merci et donc à bientôt. Merci beaucoup. Hasta luego, Alexandre.